De suite, on a eu, nous, des soupçons. On n'a pas cherché ailleurs, on a dit c'est allé. Moi, je pense même qu'il est dans un déni total. Comment il peut vivre dans sa tête en se disant que j'ai tué ma tante, mais lui, non. Et je pense qu'ils se sont disputés et ça a fini mal, quoi. C'est parce que c'est lui qui l'a vu en dernier. Alors vous voyez une personne en dernier, elle meurt après, ça y est, vous êtes suspect. Non, c'était un homme qui aimait trop l'argent. Tout est à charge, hein. Tout le temps, on le matraque. Ils avaient le coupable idéal et il n'y a pas eu d'autres investigations plus approfondies. Enfin, on n'envoie pas quelqu'un en prison pour 15 ans si ce n'est pas absolument établi. Laprie est coupable, incontestablement. C'est une erreur judiciaire dans tous les cas. Alain Laprie, 68 ans, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa tante Marie, dont il était l'unique héritier. L'homme, qui a toujours nié les faits, est incarcéré depuis 3 ans. Mais fait exceptionnel, la justice vient d'accepter de lancer de nouvelles investigations dans ce dossier jugé. Peut-être la fin du cauchemar pour Alain Laprie, qui pour la première fois a accepté de s'exprimer depuis sa prison. Moi j'attendais une chance, c'est que je pensais vraiment sortir le lendemain. J'étais pas bien, d'abord d'avoir perdu ma tante, ensuite comment on pouvait moi me soupçonner de quoi que ce soit alors que bon, moi j'avais une vie tranquille, je demandais rien à personne, quoi. Je me suis dit, mais où c'est qu'ils vont aller, quoi. Je pensais que ça allait s'arrêter, moi ça a été à charge contre moi, c'est assez sûr. Hein. Une affaire de famille où se mêlent jalousie, rumeurs et règlements de compte sur fond de lutte pour la succession. Le 17 mars 2004, Marie Sescon-d'Alsain, 88 ans, est retrouvée morte dans l'incendie de sa maison. La vieille femme vit seule à Pompignac, dans la région bordelaise, depuis la mort de son mari. À 22h50, les voisins sont alertés par les flammes. Parmi eux, Michel. Je dis, bon, il faut appeler les pompiers. Sur le chemin, j'ai vu une bouteille sur la gauche de gaz qui était sous un escalier. J'ai été voir si elle était ouverte. Elle était ouverte, donc je l'ai fermée. On l'a mis un peu plus loin, la bouteille, pour qu'on soit en sécurité. Et après, j'ai été les aider à porter la mamie en attendant les pompiers. Vers 23h30, Alain, le neveu de Marie, est le premier membre de la famille à arriver sur les lieux. Il est accompagné de son beau-frère. Vous aviez des flammes de 5 ou 6 mètres. Hein. Ah ouais, quand on est arrivé là, c'est quand même le choc. Hein. Et un gendarme, je lui demande, mais où est Marie? Et à ce moment-là, sur le gravier, il me soulève un drap. Et là, Marie me regarde les yeux ouverts, morte. Là c'est quelque chose qui me suit depuis 20 ans. Marie Sescon-d'Alsain est morte asphyxiée. Elle porte une plaie à la tête, provoquée par une chute ou un objet contondant. Accident ou assassinat? L'incendie est apparemment criminel. Les 3 boutons de la gazinière sont ouverts au maximum, comme pour faire tout exploser. La piste d'un cambriolage qui a mal tourné est rapidement écartée. Marie porte encore ses bijoux et 800 € d'argent liquide sont retrouvés dans la maison. Les enquêteurs se concentrent alors sur Alain Laprie, le neveu préféré de celle que tous appellent la Tati de Pompignac. Il est officiellement le dernier à l'avoir vue en vie. Il a quitté le soir même aux alentours de 19h30. Alerté du drame, quand il revient sur les lieux vers 23h30, son attitude intrigue les gendarmes. Maître Frédéric Dutin est l'avocat des parties civiles. Il n'aura de cesse que de vouloir pénétrer dans cette fameuse maison. Pour faire quoi? La question effectivement se pose. Il essuie un refus d'un enquêteur et il va aller faire le siège en quelque sorte de notre enquêteur pour encore essayer de pouvoir rentrer par un autre biais. Véritablement, ça fait tilt dans l'esprit des enquêteurs. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il veut à tout prix pénétrer? Rapidement, les gendarmes imaginent un mobile financier. Marie Sescon-d'Alsain est à la tête
d'un important patrimoine. Elle a acheté au fil du temps tous les terrains autour de sa maison. Sa fortune est estimée à 700 000 €. Marie n'a pas eu d'enfant. Elle a désigné Alain, son neveu préféré, comme légataire universel. Autrement dit, il est son unique héritier. Mais ces derniers temps, les liens entre eux se seraient distendus. C'est ce que soutiennent Jean-Claude et sa femme Sylvie, 2 autres neveux de Marie. Eux aussi ont rendu visite à leur tante le jour de sa mort, et voilà ce qu'elle leur aurait dit. Nous avons tout gardé. Déjà, avant qu'il arrive, Tati nous a parlé de lui. Elle était très en colère contre lui pour une histoire d'argent. Et quand Alain est arrivé, elle s'est arrêtée de discuter. On a discuté pas très longtemps avec lui. Et il est reparti et Tati a re-enchaîné. Pourquoi est-ce qu'elle était en colère comme ça? Parce qu'il voulait toujours plus d'argent. Ça, elle vous l'a dit très clairement. Oui. Et elle ne voulait plus lui en donner. Janine, une autre nièce de Marie, appelait sa tante toutes les semaines. En dernier temps, elle le disait, qu'elle ne voulait plus le voir parce qu'il lui demandait tout le temps de l'argent. Alors, comme il savait que la Tati, elle en avait, je pense qu'il y allait pour ça, pour lui en demander, lui en redemander, jusqu'au jour où elle en a eu marre, qu'elle a dit, écoute, maintenant, moi, je ne te donne plus d'argent. Ça a dû l'énerver. À l'époque, Alain Laprie dirige une société basée ici à Mérignac, spécialisée dans le médical. Mais elle est en liquidation judiciaire. Il ne gagne plus que 700 € par mois. On va se rendre compte qu'il y a des flux d'argent importants qui ont transité sur son compte et que sa tante a été extrêmement généreuse le concernant. Lui-même va se retrouver dans une situation financière extrêmement compliquée. Quand on sait qu'on a un homme qui aime l'argent, qui n'en a plus, et qu'il sait où est le magot, parce qu'il y a quand même 700 000 et quelques euros qui sont en prévision, qui pourraient tomber dans son escarcelle, on peut penser qu'il existe un mobile. Un témoignage finit de conforter l'hypothèse des enquêteurs. Qu'est-ce que vous croyez? Celui d'Evelyne Canova, une voisine et amie de Marie Sescon-d'Alsain. 10 jours après le drame, elle révèle aux gendarmes que la Tati de Pompignac a rédigé 6 mois plus tôt un Nouveau Testament, dont Evelyne a gardé copie. Alain est totalement déshérité au profit d'une de ses tantes et de 4 de ses cousins, dont Jean-Claude et Janine. Elle a voulu changer le testament parce que son neveu, il mangeait tout le pognon, voilà, tout l'argent. Elle a dit que c'était un mangeur oui, qu'elle s'était trompée, qu'elle n'avait pas donné rien à ses hôtes de la famille, et puis qu'elle avait tout donné à lui, puis maintenant elle s'en repentait parce que il en a jamais assez, il venait toujours lui réclamer de l'argent, voilà. Pour les enquêteurs, le scénario du meurtre se dessine. Le soir des faits, une dispute aurait éclaté autour de ce Nouveau Testament, qui n'avait pas encore été déposé chez le notaire. Alain aurait tué sa tante avant de mettre le feu à la maison. Placé en garde à vue, il nie les faits. Au bout de 11 heures d'interrogatoire, il est remis en liberté, car Alain a un alibi. Le soir du meurtre, à 20h30, 2 heures avant les premières flammes, il est chez lui. Son téléphone a borné aux alentours de sa maison bordelaise, à 30 km de Pompignac. Et sa femme Marianne confirme avoir passé la soirée avec lui. Alain Laprie semble disculpé, jusqu'à un coup de théâtre. En avril 2007, Antoine, le frère de Marie, l'oncle d'Alain, demande à être entendu par les gendarmes pour se libérer d'un lourd secret. Il me répond, c'est moi qui ai fait le coup. Il m'a attrapé par le cou et il s'est mis à pleurer. Je pense qu'il avait besoin de se confier à quelqu'un. Et j'étais l'oncle sur qui il pouvait compter. Ce secret de famille, révélé 3 ans après les faits, est-il crédible? En tout cas, les enquêteurs le prennent au sérieux. Selon Antoine, Alain Laprie lui aurait donné des détails que seul l'assassin pouvait connaître. Il m'a dit, je lui ai donné un coup sur la tête.
Elle ne s'est pas relevée. J'ai pris un papier, je l'ai allumé et je l'ai lancé dans la chambre, derrière la cheminée. Reste l'alibi d'Alain Laprie, qui était chez lui dès 20h30, 2 heures avant que l'incendie ne soit repéré. Mais une nouvelle expertise, la 4e, soutient que le feu aurait pu être initié à 19h30. Il aurait ensuite couvé, une forme de combustion lente pendant 3 heures, jusqu'à l'apparition des flammes vers 22h30. Une hypothèse valable à une condition, que la bonbonne de gaz ait été fermée, contrairement à ce qu'affirmait le voisin. Sinon, comme les 3 boutons de la gazinière étaient grands ouverts, tout aurait explosé. Renvoyé devant les assises, Alain Laprie est d'abord acquitté. Mais en appel en 2020 à Angoulême, un élément fait basculer son sort. Le visionnage de la confrontation entre lui et son oncle Antoine, qui entre-temps est décédé. On a un Alain Laprie qui s'est rendu à cet acte essentiel d'instruction, tout de blanc vêtu. J'ai cru qu'on était à une soirée d'Eddie Barclay, les soirées blanches. Cela dénote totalement avec celui qui est à côté de lui, son oncle, qu'il accuse des pires turpitudes et des pires mensonges. En voyant ce grand-père, il peut pas avoir tout inventé. Il peut pas tirer les manettes d'un jeu en quelque sorte de pantin. Et je crois que cet élément-là, il a fait basculer le procès en appel. Alain Laprie est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Juste avant son incarcération, il fait la rencontre de Philippe Génada, écrivain et spécialiste des affaires judiciaires, à qui il transmet son dossier. Je vais de page en page et je vais de consternation en consternation, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il n'y a, non seulement il n'y a absolument rien dans ce dossier contre cet homme, que l'enquête a été faite de manière, disons, un peu approximative. Et puis surtout, en continuant, je trouve dans ce dossier des preuves matérielles, concrètes, de l'innocence d'Alain Laprie. Philippe Génada s'interroge notamment sur les prétendues révélations de l'oncle Antoine. Donc en fait, tout ce qu'a déclaré l'oncle était dans le journal 2 jours après le drame. Et les policiers ont conclu que non, seul l'assassin pouvait connaître ces détails et que donc l'assassin s'est confié à son oncle et que c'est bien la preuve que c'est lui. Tout ce témoignage on ne peut pas y croire. On n'imagine pas un instant qu'il va chez son oncle au déjeuner entre l'apéro et le gigot et lui dit écoute, c'est moi qui ai tué ta sœur, en plus c'est sa sœur, c'est impossible et c'est le seul caillou que l'accusation a à mettre sur un plateau de la balance. L'écrivain échange des centaines de lettres avec le condamné et publie un livre pour l'innocenter. Aujourd'hui, depuis sa prison, Alain Laprie dit ne toujours pas comprendre pourquoi les enquêteurs ne se sont pas interrogés sur l'intérêt que l'oncle Antoine pouvait avoir à le désigner et pourquoi il se serait confié à lui. Ces enfants prétendent que pour vous, c'était un père de substitution. Antoine Dalsin ? Ouais. Non, c'était pas du tout. J'avais pas de relation. C'était un cousin. Si je me confie à quelqu'un, ça aurait pas été à lui si jamais il m'était confié, quoi. Il avait un intérêt à vous désigner ? Ah, mais il avait un intérêt. Il y avait, en me faisant accuser, ça lui permettait de pouvoir lui ouvrir des portes pour lui, quoi. De récupérer l'héritage. Et ouais, voilà. L'oncle était le légataire universel de Marie jusqu'en 1998, date à laquelle il se fâche et où elle le déshérite au profit d'Alain. Si ce dernier est condamné par la justice, Antoine Dalsin récupère l'héritage. C'est lui qui courait après son héritage 3 jours après, quoi. Ma tante était encore chaude, quoi, quelque part. Voilà, je vais vous le dire franchement, quoi. C'était ça, quoi. Il y a des choses qui sont troublantes, quoi. Au moment où ce crime intervient, c'est vrai que c'est un moment où vous gagnez moins d'argent, où votre société, je crois, est en liquidation judiciaire. J'avais pas de dette, j'ai eu aucune dette. Pas plus à l'État qu'à des clients ou à des fournisseurs, quoi. Moi, c'était clean. Pour Alain,
le mobile financier a été monté de toutes pièces. Au moment du meurtre, il partage sa vie avec Marianne depuis 1994. Elle est ingénieure et gagne 4 000 € par mois. Le couple est propriétaire de 2 maisons à Bordeaux. On n'était pas en difficulté financière. J'avais un travail. On était partis en vacances. Bien sûr, il y avait un peu moins d'argent, mais c'est pas pour ça que... Enfin, en venir à penser qu'il aurait tué sa tante pour... non, c'est... Enfin, non. Est-ce qu'Alain pouvait évoquer auprès de vous cet héritage qui allait être conséquent? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? On n'en a jamais parlé. Jamais. On n'a jamais imaginé quoi que ce soit par rapport à ça ou espéré. Un dossier sans mobile, mais aussi sans charge suffisante selon la défense d'Alain Laprie, qui a demandé à la doyenne des juges d'instruction de Paris son avis. Sylvia Zimmermann, aujourd'hui à la retraite, a disséqué le dossier. J'ai particulièrement étudié 2 éléments. C'est la bouteille de butane et le feu couvant. On a un feu. On a 2 possibilités. Soit il est couvant, soit il ne l'est pas. Et bien on va tout faire pour qu'il soit couvant. Alors qu'on peut aussi dire qu'il ne l'est pas. La bouteille de gaz, elle est ouverte ou fermée? L'idée, c'était d'établir qu'il n'y avait pas de gaz qui s'échappait, parce que, évidemment, s'il y avait eu du gaz qui s'échappait, la maison aurait explosé, elle n'aurait pas attendu 3 heures pour exploser. Donc il va falloir démontrer que la bouteille de butane était fermée. C'est un axe majeur dans ce dossier. Nous avons une voisine, nous avons l'aide ménagère de Madame Cescon, qui ont toutes dit, quand Madame Cescon se servait du gaz, il n'y avait pas de bouteille à ouvrir ni de robinet à tourner. D'autres, on ne la voyait pas aller à l'extérieur pour ouvrir ou fermer le gaz, etc., etc. Vous voyez comme tout peut être interprété. Et je crois que cette liste d'éléments à charge vous apporte la réponse. C'est une erreur judiciaire dans tous les cas. Il n'y a pas assez d'éléments pour condamner. Le doute est immense, c'est moins qu'on puisse dire. Conforté par cette analyse, Maître Waknin Melki a accepté il y a 2 ans de reprendre le dossier d'Alain Laprie. Elle a saisi le parquet de Bordeaux afin de faire rouvrir l'enquête. On n'a pas été chercher éventuellement d'autres responsabilités, on n'a pas cherché à comprendre ce qui aurait pu motiver d'autres personnes à tuer Marie Cescon. Et donc j'ai relevé des éléments qui n'avaient pas été expertisés, j'ai demandé des investigations en matière d'ADN, notamment sur un mégot de cigarette qui a été retrouvé à côté du corps et qui nous interpelle en fait, parce que Marie Cescon est une personne âgée qui ne fumait pas. Puis également, nous avons demandé une expertise sur la boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes qui a permis, avec les allumettes, d'allumer l'incendie, sur laquelle nous avons trouvé des traces de sang. Et à l'époque, aucun ADN n'a pu être relevé et n'a pu être identifié. Je suis véritablement convaincue qu'Alain Laprie est totalement innocent des faits qui lui sont reprochés et que c'est quelque chose d'une profonde injustice. Le parquet de Bordeaux a accepté d'analyser ces éléments, ce qui pourrait déboucher sur un nouveau procès. Une perspective insupportable pour les parties civiles. Ça fait 20 ans qu'il nous gâche la vie, et là il recommence encore, alors qu'il est coupable. Pour Alain Laprie, à qui il reste 12 ans de peine à purger, l'horizon se dégage un peu. Tout ça me donne de l'espoir. Je suis là en train d'attendre que la porte s'ouvre. Voilà. Je ne vous cache pas que c'est pas tous les matins, mais quand je me lève, je dis aujourd'hui c'est le dernier jour. Voilà, j'en suis là. Les résultats des analyses sur le mégot et sur la boîte d'allumettes devraient être connus dans les mois qui viennent.